Oh, say, can you see by the dawn's early light? Après la chute de l'URSS, les États-Unis ont atteint l'hyperpuissance. Et effectivement, pendant la première décennie, les années 90-2000, c'est vraiment la domination totale des États-Unis. Mais l'unilatéralisme de la politique et de l'action militaire, puis les limites du modèle, aussi bien le modèle de liberté que le modèle économique, provoquent des contestations. Il faudrait en fait réinventer un monde multipolaire. Après l'effondrement de l'URSS, les États-Unis deviennent une hyperpuissance et ils sont la seule hyperpuissance. Et leur suprématie s'exerce dans tous les domaines, militairement, économiquement, diplomatiquement, culturellement. Donc, c'est le moment où les États-Unis ont la plus forte influence dans le monde. Et cette influence va s'exercer, cette hégémonie va s'exercer par un mélange de soft et de hard power. C'est ce que nous allons voir. Cette carte fait apparaître la puissance militaire des États-Unis dans la dernière décennie du XXe siècle. Que voit-on? Eh bien, tout d'abord, l'importance des alliés des États-Unis, que l'on voit en vert ici, qui sont relativement nombreux, plus les pays appartenant à l'OTAN, que l'on voit en bleu ici, mais surtout l'importance des flottes militaires américaines qui sillonnent tous les océans et des différentes bases que les États-Unis ont placées au Moyen-Orient, ont placées dans les Caraïbes, ont placées en Asie, et donc tout le monde entier est concerné par la puissance militaire des États-Unis. Il y a aussi des zones d'intervention, les deux guerres d'Irak et d'Afghanistan. Il y a des interventions en Colombie, par exemple, contre la drogue, aux Philippines contre le terrorisme. Et donc, les États-Unis sont les gendarmes du monde et interviennent sur tous les fronts. Dès 1991, le président des États-Unis, George Bush père, on dit père parce qu'après il va y avoir le fils, va lancer la guerre contre l'Irak. Cette guerre est soutenue par l'ONU parce que l'Irak a envahi le Koweït. C'est une guerre rapide, une victoire massive, mais Saddam Hussein, le dirigeant de l'Irak, reste en place, contrairement à ce que l'on pouvait attendre. Le 11 septembre 2001 ont lieu les attentats aux États-Unis qui ont détruit les deux tours du World Trade Center. Face à cet épisode qui a totalement bouleversé les Américains, George Bush, fils cette fois-ci, décide de lancer la guerre contre l'Afghanistan avec l'accord de l'ONU, parce qu'en Afghanistan se trouvent les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, responsables de l'effondrement de ces deux tours du World Trade Center. On peut considérer alors que les États-Unis jouent le rôle de gendarmes du monde. Mais la domination n'est pas que militaire, elle est aussi économique, technologique. En effet, de nouveaux entrepreneurs tels Bill Gates ou Steve Jobs vont lancer des produits dans l'informatique, l'électronique, qui vont bouleverser complètement l'économie mondiale. Et ce sont les États-Unis qui sont à la tête de ce mouvement, particulièrement dans la Silicon Valley, et on peut considérer que l'essentiel des grandes découvertes de cette époque, de l'innovation de cette époque, est faite par les entreprises américaines. La croissance américaine, qui est forte à l'époque, est portée par les activités bancaires, les activités financières, qui se développent de manière extraordinaire. Le dollar est plus que jamais la monnaie du monde. Et l'influence culturelle, ce soft power que les États-Unis savent si bien utiliser, est à son apogée.
forte de sa puissance, l'Amérique va mener à partir de 2003 une politique diplomatique et militaire qui va soulever de la contestation. Diplomatiquement parce qu'il s'agit d'unilatéralisme, c'est-à-dire que les décisions vont être prises sans tenir compte ni de l'ONU ni des alliés, et militairement, il va y avoir enlisement. En effet, bien que les États-Unis soient toujours dans cette guerre en Afghanistan avec d'énormes difficultés militaires, le président George Bush fils va décider d'attaquer l'Irak, qu'il considère comme responsable des problèmes de terrorisme, parce que le gouvernement irakien, avec Saddam Hussein à sa tête, aurait des armes de destruction massive. C'est ce que va essayer de démontrer le secrétaire d'État américain à l'ONU. Le secrétaire d'État américain montre à l'ONU l'éprouvette ici, qui est censée détenir un exemplaire d'armes de destruction massive. Cette seconde guerre irakienne va se faire donc sans le soutien ni l'aide de l'ONU. Elle a donc quelque chose qui n'est pas légitime. Et d'autres éléments vont jouer aussi pour limiter cette influence américaine. C'est par exemple le Patriot Act qui décide que la détention est possible sans qu'il y ait procès pour tous ceux qui seraient suspectés de terrorisme. Ceci est contraire aux libertés fondamentales dont les États-Unis se réclament. Et ensuite, la construction du camp de Guantanamo dans l'île de Cuba, c'est-à-dire en dehors des États-Unis, où vont être enfermés ceux que l'on considère comme des terroristes, sans qu'il y ait de procès, sans qu'il y ait d'avocats, sans que les prisonniers puissent voir des personnes extérieures, et où il va y avoir certaines formes de torture. Tout ceci, évidemment, est contraire au modèle que les États-Unis veulent représenter. L'unilatéralisme de George Bush, c'est-à-dire le fait de ne tenir compte ni de l'ONU, ni d'aucun de ses alliés, plus le Patriot Act et Guantanamo, ça montre en même temps la force de cette hyperpuissance qui se croit tout permis, mais en même temps ses limites. Elle ne peut plus montrer qu'elle est l'hyper-modèle que chacun devrait imiter. De plus, l'armée des États-Unis, la première armée du monde, s'enlise en Afghanistan et en Irak, où aucune victoire n'est possible. En 2008, une énorme crise économique va éclater. C'est celle qu'on appelle la crise des subprimes. Les subprimes sont en fait une crise d'endettement. Pourquoi ? Parce que les grandes banques américaines décident de prêter à des ménages qui sont dans l'incapacité de rembourser. Or, ces banques le savent parfaitement, mais elles n'en tiennent pas compte parce qu'elles pensent que, de toute manière, si ces ménages ne remboursent pas, ce qui est plus que probable, eh bien, elles reprendront les logements et elles les vendront. Et elles les vendront probablement plus cher qu'ils n'ont été achetés au moment de l'endettement. En fait, ça a marché un certain temps, mais à partir d'un certain moment, il y a eu trop de logements sur le marché, les prix se sont effondrés et les banques se sont retrouvées avec des emprunteurs qui ne pouvaient plus rembourser et avec des logements qu'on ne pouvait pas vendre. Plusieurs banques vont faire faillite et cette faillite va être répercutée dans une bonne partie du monde parce que ces banques américaines qui prêtaient donc à des gens qui ne pouvaient pas rembourser avaient trouvé une sorte d'astuce pour essayer de minimiser les risques, c'était de titriser ces prêts, c'est-à-dire d'en faire des titres qu'ils vendaient aux autres banques européennes, par exemple, ou asiatiques, et ils les vendaient extrêmement bien, parce que ces banques étaient extrêmement bien notées, donc tout le monde leur faisait confiance, achetait ces titres, qui en plus rapportaient généralement beaucoup. Résultat, quand ces titres représentant des dettes qui n'étaient pas remboursées ni remboursables ont perdu de leur valeur, eh bien l'ensemble des banques du monde se sont retrouvées avec des créances douteuses dont ils ne savaient que faire et se sont retrouvées, comme les banques américaines, au bord de la faillite. Les banques
au bord de la faillite, ne pouvaient plus prêter aux entreprises. Les entreprises se sont retrouvées sans possibilité d'emprunter, ce qui leur a posé d'énormes problèmes, ainsi qu'aux ménages qui pouvaient plus facilement acheter à crédit, et donc cela a déclenché une crise économique. Et cette crise économique, elle a donc pour origine les États-Unis. On voit là un problème de l'hyperpuissance et du type de capitalisme, ce capitalisme financier qui s'était développé aux États-Unis. Pour essayer de juguler la crise, l'État américain a dû prêter aux banques, et ces prêts faits aux banques ont accentué le déficit de l'État, c'est-à-dire son déficit budgétaire, et finalement les États-Unis se retrouvent emprunteurs au niveau international, et qui est-ce qui prête à l'État américain? Eh bien, ce sont les Chinois, c'est-à-dire la seconde puissance mondiale. Donc non seulement les Chinois sont en train de monter économiquement, mais ils sont les prêteurs du monde, les créanciers du monde, ce qu'étaient les États-Unis auparavant. L'élection de Barack Obama, premier président noir des États-Unis, a soulevé beaucoup d'espoir. On pensait que l'unilatéralisme des États-Unis, eh bien, s'était terminé, que peut-être le modèle de liberté fondamentale allait être rétabli. En fait, Obama a réussi à désengager les États-Unis de l'Irak, mais le problème afghan reste encore entier, et surtout, le terrorisme n'a pas du tout été vaincu. Quant aux libertés, eh bien Guantanamo est toujours ouvert, même si un certain nombre de détenus ont pu quitter. Les États-Unis, même si leur puissance est contestée, et même si de nombreux pays comme les pays émergents montent économiquement, technologiquement, commercialement, eh bien, les États-Unis restent quand même une superpuissance. Pourquoi? Parce que d'abord le dollar est et reste la principale monnaie internationale, parce que leur avance technologique leur permet de produire des armes sans équivalent dans le monde et permettent aussi à ces entreprises de représenter 50% des 100 premières entreprises mondiales. Les États-Unis contrôlent aussi tout le réseau de communication mondial grâce à leur maîtrise d'Internet. Donc, les États-Unis restent actuellement la seule puissance globale.